Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de NCI Sport. Très heureuse de vous retrouver. Une riche semaine en actualité sportive qu'on va décrypter jusqu'à 21h30 avec l'une des grosses infos de la semaine. C'est la liste du sélectionneur Jean-Louis Gasset pour le match de samedi face à la Zambie. On en parlera ensemble dans cette émission. Et bien tout de suite, le sommaire complet de ce numéro de NCI Sport. 6 ans après, NCI Sport se souvient de Cheikh Tioté. 2 de ses proches racontent le jour qui a précédé son décès. Document inédit. En vacances à Abidjan, Jonathan Kodja s'est confié à NCI Sport. Sa saison, les éléphants, son avenir, il nous dit tout. La dernière liste de Jean-Louis Gasset agace plus d'un Ivoirien. 2 de nos consultants l'ont passé à la loupe. Meilleur buteur du championnat de Côte d'Ivoire entre 2008 et 2017, Aristide Bansé, Cyriaque Gouibi, Kevin Zougoula et Kizito Yesso racontent leur exploit dans le doc. Et comme tous les lundis, vous savez que je suis extrêmement chanceuse. Oui, j'ai les meilleurs consultants autour de moi dans ce plateau. Eh bien, on va commencer avec vous. Bonsoir Patrick Guité. Santia. Comment allez-vous? Très bien. Ça a été la semaine? Pluvieuse. Ouais, oui. Ouais, pour tout le monde, ma foi. Roland Danon, bonsoir. Bonsoir, Tia. Vous aussi, la semaine était pluvieuse, j'imagine? Oui, tranquille, pluvieuse, oui, c'est le temps du moment. C'est le temps du moment. Ouais. Pas terrible. Oui, mais bon, il n'empêche que le sport continue, son petit bonhomme de chemin. Et on est là pour en parler pendant 1 heure. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite avec le premier sujet de la soirée. On vous l'a annoncé lundi dernier. NCI Sport vous propose donc un sujet inédit sur Cheikh Tioté. 6 ans après sa disparition, 2 de ses proches, son meilleur ami Cissé Sékou et Laberge Kwame, président des étudiants ivoiriens de Chine en 2017, raconte le jour qui a précédé la disparition de l'ex-international ivoirien, champion d'Afrique 2015. Cheikh Tioté, le jour d'avant, un reportage de Stachniaba, Yves Borisvet, Hervé Kiessé et Armel Yao. J'ai rencontré Tioté, c'était la première fois d'ailleurs qu'on se voyait, à Pékin, à Salintoun, pour un moment d'échange, car on le sollicitait dans le temps afin de parrainer le gala de l'excellence des étudiants ivoiriens. Voilà, on a parlé 2 semaines avant. Je pense qu'on a plutôt évoqué les dons qu'on avait pour habitude de faire pendant le mois de jeûne. Je me rappelle que ce jour, lui, il n'a pas voulu manger. C'est nous qui avons pris quelque chose. Et on a passé un très bon moment de 19h. Le décès de Cheikh à mon réveil. Je l'apprends autour de pratiquement 20h. C'est un coup de fil que je reçois. Et je reçois plusieurs appels. Ma petite sœur, les Pays-Bas, la Belgique, même ici en Côte d'Ivoire. Donc j'étais un peu étonné. L'assistante de l'ambassadeur, qui est une maman à moi, qui m'appelle, qui me dit « Ah, mon fils, ça va? Tu es où ?» Je dis « Ah bon, je suis venu voir des diplomates pour le même gala, afin qu'ils puissent nous accompagner et tout. » Elle me dit « Bon, essaie de t'asseoir quelque part, je te rappelle. » Je commence par ma petite sœur qui me dit « Tu as pris pour Cheikh ?» Je dis « Je ne comprends pas, après comment ?» Cheikh est décédé, puis il dit « Bon, je te rappelle. » Elle dit « Ah bon, malheureusement, il y a une mauvaise nouvelle et tout, et que Tioté vient de tomber. » Je n'en revenais pas au fait. C'était un gros choc. Je continuais de recevoir les appels et tout. Des fois, je coupais, j'étais concentré ici. L'ambassade est rentrée en contact avec l'association, car l'ambassadeur avait appris qu'on en était avec lui la veille, afin qu'on puisse faire une oraison funèbre le jour de sa levée à Pékin. Et nous, on a fait ce qu'on devrait faire en Côte d'Ivoire et lui, il s'est occupé de tout. Après, la fédération ici a pris contact
et voir comment est-ce qu'on... Je pars pour la première fois en Europe en 2003, décembre 2003, et je reviens, je repars encore en février 2004. Lui, il était encore ici. Je pense que lui, il devrait suivre avec 2 joueurs aussi. Vu que moi, mon essai était concluant. Donc voilà, on m'avait posé la question comme quoi, quels sont les joueurs de centre de formation qui étaient, je veux dire, qui pouvaient donner, qui étaient bons et tout. On était tous bons. Hein. Moi, j'ai évoqué 4 à 3 joueurs. Cheikh faisait partie. C'était quelqu'un de très pieux, quelqu'un de très croyant, très combatif, qui disait toujours il faut se battre, faut rien lâcher, tout est possible, il faut toujours y croire. Après, le deuxième souvenir, c'est quand on se retrouve en sélection ensemble. Donc ça a été un rêve de gosse, d'enfant, voilà, qu'un jour on allait se retrouver en sélection ensemble, vu qu'on venait de loin, dans la commune de Treichville. Donc ça aussi, c'était un souvenir inoubliable. Je garde toujours en image cette dernière photo qu'on a eu à faire ensemble à 1h du matin. Lors de cette rencontre, il s'est vraiment ouvert pour nous dire certaines choses qui se passaient dans les vestiaires, certaines frictions, certains moments de joie. Parce que, comme il a dit, il est arrivé en sélection jeune. Il y avait encore tous les cadors qui étaient là, Yaya, Kader, Drogba, tout le monde était là. Donc, vous pouvez imaginer un peu comment ça se passait souvent. Match amical particulier, parce que ça s'est joué en trois tiers-temps, on va le dire ça comme ça. C'était sa première, il était avec des cadors, comme on l'a dit. Et tout de suite, il est rentré dans le match. Il n'avait pas dans la tête l'aspect match amical. Lui était venu prendre une place et il a terrassé le géant Rigobert Song qui est sorti sur blessure. Et c'est cette image du combattant-là, du gladiateur qui me reste. Voilà. Effectivement, c'est cette même image qui me revient, hein, l'image d'un joueur qui se bat, qui ne fait pas de différence entre des matchs. Tant qu'il est aligné, il donne le meilleur de lui-même. C'est cette image-là que je garde de lui. J'ai une autre image qui m'a frappé, ça c'est par rapport à son décès. Le témoignage de l'imam de Newcastle qui avait dit en son temps que c'était un joueur qui était très pieux, qui venait à chaque avant chaque match et après chaque match à la mosquée et mettre en prière son match. Voilà. Ouais. Alors, certains n'ont pas compris pourquoi il a quitté Newcastle et la Première Ligue pour la Chine. Bon, maintenant, avec quelques années de recul, est-ce que vous avez une explication à cela? Alors, c'est quelqu'un qui était bien utilisé à Newcastle, qui avait sa place de titulaire, mais l'année où il part, il joue que 3 matchs. Puis il a 31 ans. Il a une très bonne proposition de l'équipe chinoise, tout simplement, et il décide donc d'aller assurer tout simplement ses vieux jours. Vous savez, aujourd'hui même, on parle encore de ces transferts-là. On a Wilfried Zaha qui a 30 ans, en train de partir certainement à Al Nassr. Donc voilà, eux, ils sortent le chéquier pour permettre à leur championnat d'avoir un peu plus donc, de visibilité. Et pour moi, c'est vrai qu'on n'avait pas compris, parce qu'il avait encore la force de pouvoir évoluer en Europe. Mais après, lorsqu'on vous sort un tel chéquier, c'est difficile de refuser. Et puis après aussi, ça reste des championnats avec un certain niveau de compétitivité, parce qu'ils rachètent, comme il a dit, ils rachètent des joueurs qui sont peut-être sur la fin, mais qui ont encore de la marge, qui ont encore de la valeur. Donc, il faut comprendre que c'est forcément la valeur pécuniaire qui les guide d'abord, mais aussi avec tout ce que la Chine met autour de son championnat, forcément, il y a la compétitivité après. Ouais. Bon, en tout cas, 6 ans qu'il nous a quittés, Cheikh Tioté. Eh ben, on pense toujours très, très fort à lui. On a toujours une pensée très, très pieuse pour lui. Et vraiment que son âme repose en paix. Voilà, allez, on va poursuivre. Oui, après voilà, ce témoignage émouvant sur Cheikh Tioté, eh bien, Armel Yao et Marco Seri nous donnent les températures de nos représentants à l'international dans Thermopro.
Voilà, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, mais bon, c'est ça. Ça fait partie hein, de la vie des sportifs. Et toutes les semaines, eh bien, on vous donnera les températures des performances de nos professionnels ivoiriens. Voilà, allez, je vais y arriver. On va marquer une toute petite pause, la première pause de la soirée. Juste après, eh bien, on parlera de la liste du sélectionneur Gassé. Et puis un entretien exclusif avec Jonathan Kodja, oui, qui s'est livré à quelques petites confessions au micro de NCI Sport. Alors, restez avec nous, à tout de suite. On est de retour sur le plateau de NCI Sport, deuxième partie de cette émission. Et merci d'être avec nous, merci d'être aussi nombreux à nous suivre tous les lundis soirs de 20h30 à 21h30. Ce soir, on est en compagnie de Patrick Guité et de Roland Danon. Voilà, ils vont nous éclairer sur tous les sujets qu'on va développer. Allez, le gros sujet de la semaine, c'est bien évidemment la liste du sélectionneur Jean-Louis Gasset et les éléphants qui ont entamé cet après-midi la préparation du rendez-vous face à la Zambie. Mais avant, le technicien français a dévoilé une liste de 22 joueurs. C'était mercredi dernier, lors d'une conférence de presse. Eh bien, nos consultants, Eric Babou et Nasser Eddy, décortiquent les choix du sélectionneur dans cette confrontation directe. Mercredi 7 juin 2023, Jean-Louis Gasset est face aux médias. Dans un instant, il dévoilera la liste des joueurs retenus pour le match contre la Zambie, dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Pour analyser cette liste, NCI Sport a fait appel à deux de ses spécialistes, Nasser Eddy et Eric Babou. Au total, 22 joueurs ont été retenus par Gasset. Des absences majeures, Sébastien Haller, Wilfried Zaha ou encore Seko Fofana. Des nouveaux, Idrissa Doumbia, Alanya Sport et Evan Ndika, Eintracht Francfort sont les surprises de Jean-Louis Gasset. Mon sentiment sur la liste divulguée par Jean-Louis Gasset est un sentiment plutôt mitigé. C'est l'un des entraîneurs les plus sereins parce qu'il n'a pas l'obligation de résultats actuellement, d'où le turnover qu'il effectue dans sa liste. Cette liste-là reflète un peu son état d'esprit et son raisonnement. Comme lors de la double confrontation face aux Comores, le sélectionneur a fait appel à deux nouveaux, notamment le joueur de Alanya Sport, Idrissa Doumbia, et le défenseur du club allemand, Eintracht Francfort, Evan Ndika. Les nouveaux appelés, ce sont de très bonnes recrues pour moi. Je pense que ça va apporter un profil supplémentaire en défense des éléphants. Ces joueurs qui ont été appelés sont des joueurs de qualité, on les connaît, ils sont des joueurs titulaires dans le club qui vont forcément apporter un plus à cette équipe-là. Après, pour Idrissa Doumbia, c'est un peu le parcours classique, un joueur qui a commencé ici, qui a été formé notamment, qui est passé par l'entente sportive de Bingerville avant de s'envoler pour la Belgique à Anderlecht. Très très bonne recrue aussi dans le milieu de terrain. Petit à petit, dans chaque secteur, il essaie d'apporter des joueurs qui vont nous apporter un plus. Sébastien Haller, Nicolas Pepe, Wilfried Zaha et Seko Fofana sont les grands absents de ce rendez-vous face au Chipolo Polo. On recense 12 joueurs qui ne peuvent pas venir au rassemblement. On a Sinali Diomandé, qui n'a pas fini avec Lyon pour un problème musculaire. On a Odilon Kosonou, qui n'a pas fini pour un problème musculaire. Abakar Silla, qui a un problème au genou. On a eu l'entraîneur cette semaine sous infiltration pour jouer le dernier match. Il n'a pas joué. On a Bamin, qui a un problème musculaire au mollet et qui en a pour 5 semaines d'arrêt. Awolou, qui a un problème musculaire aux adducteurs. Seko Fofana, qui n'a pas fini la saison avec Lens, qui a une pubalgie. Je suis très serein avec le cas Seko Fofana. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça suscite beaucoup de polémiques, mais je pense que l'entraîneur a une gestion très rationnelle et très sage du cas Seko Fofana. Là, on vient nous parler de blessures, encore une fois, alors qu'on voit un Wilfried Zaha sur les réseaux sociaux en train de mener la belle vie avec sa famille quelque part dans le monde, et un Seko Fofana qui, on le sait, a été ménagé par Francaise, l'entraîneur du RC Lens à la dernière journée de Ligue 1, pour souffler un peu, mais pas officiellement pour cause de blessure. Donc on n'a aucun des clubs de ces joueurs qui n'a communiqué sur une blessure. Seko Fofana n'est pas
à gérer comme les autres milieux de terrain. Pourquoi je le dis? Parce que Seko Fofana, sur le plan émotionnel, il a eu une saison difficile. Sur le plan, on va dire, physique même. Il est capitaine de l'équipe de Lens qui a joué pratiquement le titre en équipe dans le championnat français. Donc émotionnellement, pour lui, ça a été une saison palpitante. Hein. Sur 22 appelés, seul un joueur de la Ligue 1 Lonassi a été retenu. Il s'agit de Ayayi Foli Charles, le portier de la SEC Mimosa. Un faible taux de représentativité des locaux que Jean-Louis Gasset justifie. Quand vous regardez les équipes nationales des autres pays, je vois beaucoup de joueurs qui jouent en Europe. Pour avoir une expérience internationale, il faut jouer des CAN, il faut jouer la Champions League. Sur un constat général, on peut comprendre ce qu'a voulu dire Jean-Louis Gasset en ce sens-là. Mais il faut quand même nuancer en se disant qu'il y en a certains, et je pense notamment aux défenseurs de la SEC Mimosa, Wanlo Koulibaly. Être talentueux et avoir le niveau de la compétition comme la CAN ou bien le niveau international, c'est des choses différentes. C'est vrai, la grande majorité des joueurs du championnat n'a peut-être pas encore atteint un certain niveau pour intégrer l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, mais on pourrait quand même en trouver 2, 3, 4. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de bons joueurs en Côte d'Ivoire. Il dit qu'ils n'ont pas le niveau de la CAN ou bien d'une compétition internationale pour le moment. À 7 mois de la CAN, Gasset dit avoir 80% de son commando, même s'il avoue que les cartes peuvent être redistribuées d'ici la fin de l'année. Quand vous voyez l'ossature de cette équipe-là, elle viendra forcément de ceux qui ont gagné et qui ont joué la dernière CAN. Vous les retrouvez pratiquement tous. Ça fait déjà une ossature. Vous prenez le milieu de terrain, vous ajouterez simplement Seko. Aujourd'hui, on pourrait dégager 18, 17, 18, 19 joueurs au moins dont on est sûr vraiment, sauf pépins physiques, qu'ils seront de la prochaine campagne. Et c'est tout à fait normal et justifié parce qu'on ne se lance pas quand même à la conquête d'une Coupe d'Afrique avec un nouvel effectif. Comme on le voit, cette liste de Gasset est diversement appréciée par les observateurs du football ivoirien. Mais les choix sont faits et les heureux élus ont entamé cet après-midi la préparation en vue du rendez-vous face à la Zambie. Alors, la liste du sélectionneur Jean-Louis Gasset, on en parle avec nos consultants. Déjà, Roland Danon, qu'est-ce que vous pensez de cette liste? Allez, les 22 joueurs là, qui ont été annoncés. Moi, je pense que cette liste est encore expérimentale. Hein. Il faut comprendre que Jean-Louis Gasset est en train de ratisser l'âge avec les joueurs ivoiriens qui sont à l'étranger pour essayer d'après sortir une liste capable de pouvoir représenter la Côte d'Ivoire au jouxte, je dirais, de la CAN. Voilà. Il prend son temps. Il prend le temps de regarder le maximum de joueurs. C'est vrai, il a déjà une base, comme il a dit. Il a 80% de son effectif déjà. Il essaie quand même de donner la chance à ceux qui montrent, qui sortent quand même du nez un peu de leurs prestations dans leurs différents championnats pour qu'ils puissent voir s'ils ont le niveau pour concurrencer ceux qui sont en place. Patrick Guité? Alors, quand Gasset dit qu'il a 80% de son équipe et qu'on en rit, moi, je ne comprends pas qu'on puisse en rire. Parce que pour partir à la CAN, il faut avoir une base de joueurs. Après, c'est vrai qu'il est en train de ratisser l'âge, comme il a dit. Il est en train de chercher des doublures pour certains postes. Vous savez, on est en fin de saison. Il y a certains qui sont blessés, qui ont envie de souffler, même si ça énerve certains. Donc, oui, on va voir certains joueurs tels que Evan Ndika, qui pour moi est une très, très, très belle recrue. Vraiment, c'est une bravo à Gasset déjà, parce que c'est vrai qu'on le tape là-dessus à chaque fois. Mais là, il a fait un très beau boulot d'aller arracher Ndika, que ce soit à la France ou même au Cameroun. Au Cameroun, oui. Pour qu'il puisse venir. C'est quand même le titulaire indiscutable à Francfort. Il a joué pratiquement tous les matchs. Donc, c'est quelqu'un qui va apporter sa vista, sa qualité technique, mais également ses belles interventions défensives. Et puis, on a envie de voir Jonathan Bamba. Pourquoi pas, qui n'est pas venu la dernière fois et qui pourrait, pourquoi pas, apporter également. Mais en tout cas, pour moi, ce sont des doublures à des cadres qui sont déjà installés, dont certains ne sont pas venus. Bon, justement, alors il y a pas mal d'absents qui ont été annoncés et des motifs aussi qui ont été avancés. Qu'est-ce que vous pensez de ces motifs, justement, pour justifier les absences? C'est purement des motifs sportifs, il faut comprendre. Quand on a eu une grande saison pour certains joueurs comme Seko Fofana, c'est clair qu'à un moment donné, on sent des douleurs musculaires et tout ça. Et
pour qu'ils soient performants pour l'équipe nationale, d'ailleurs, il faut leur permettre d'avoir ce petit repos-là, il faut le dire. Et quand on cite les blessures, c'est vraiment des blessures musculaires. Quand on voit la pubalgie, quand on voit les douleurs musculaires, quand on voit les infiltrations de Abaka Silla, c'est des blessures de joueurs qui ont vraiment joué assez de matchs dans leurs différentes équipes. Donc il faut leur donner le temps de se reconstituer pour être performants pour l'équipe nationale. Patrick Guité, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir des éléphants? Non, je ne suis pas inquiet. Mais je vais revenir rapidement sur les blessures. Il y a certains qu'on peut comprendre. Voilà, ils veulent souffler parce qu'ils ont déjà un vécu avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, ils peuvent souffler et quand ils vont revenir, l'intégration, c'est facile. Mais c'est Fofana. C'est vrai que je ne veux pas en parler. On va en parler après, tranquillement. N'allez pas trop vite. Il n'y a pas de souci, mais je veux dire que... au niveau des différentes blessures évoquées, des différents justificatifs, comme vous l'avez indiqué, nous sommes en fin de saison et les joueurs ont accumulé de la fatigue, ils ont envie de souffler, ils n'ont pas beaucoup de temps de congé, hein, il faut le dire, pour certains qui appartiennent à des clubs qui vont jouer la Ligue Europa Conférence ou la Ligue Europa ou les préliminaires de la Ligue des Champions, les vacances seront très, très, très courtes et il faudra reprendre très vite. Donc voilà un peu les explications données par Jean-Luc Gasset que je partage. D'accord. Alors, je voudrais, avant de parler de Seko Fofana, puisqu'on va en parler, je sais, hein, vous n'allez pas rater cette occasion. Je voudrais qu'on regarde la publication de Wilfried Zaha, voilà, qu'il a eu à faire hein, sur ses réseaux sociaux. Alors, c'est vrai qu'il est annoncé absent hein, avec la sélection nationale. Il y a une grosse polémique qui enfle et Wilfried Zaha donc, publie cette image sur les réseaux sociaux avec cette légende « Je m'occupe des affaires qui payent ». Alors, est-ce que vous pensez que Wilfried Zaha est en train de répondre à ses détracteurs? Déjà, il faut regarder le justificatif de Jean-Luc Gasset pour l'absence de Wilfried Zaha. Est-ce qu'il était blessé? Oui, s'il est blessé, bah, OK, il ne peut pas jouer. Donc, il s'occupe de peut-être ses affaires. Donc, mais après, c'est le timing donc, du poste. Parce que vous êtes dans un environnement qui est épié, vous êtes dans un nouveau monde où tout ce qui est mis sur les réseaux sociaux est commenté. Et on sait que Wilfried Zaha, c'est quelqu'un qui a joué un match sur deux sur les différentes éliminatoires des compétitions jouées donc, par la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, ce n'est pas bienvenu dans cette période-là. Ce n'est pas très bienvenu de faire ce type de pause qui va porter à interprétation, qui va créer la polémique et qui va certainement polluer également l'environnement des éléphants de Côte d'Ivoire. Ouais. Roland, vous êtes d'accord ou pas? Oui, je suis d'accord. Le timing du poste laisse à beaucoup d'interprétations, il faut le dire. Mais aussi, il faut connaître le caractère du joueur. On sait que c'est un joueur qui, à la limite, s'exprime. Il s'exprime quand il a quelque chose à dire, il le dit. Parce que aussi, qu'il faut comprendre, il est d'une éducation un peu anglaise. Et il s'exprime quand ils ont quelque chose à dire, ils le disent tout de suite. Puis c'est un joueur caractériel depuis Crystal Palace. On sait que quand il a quelque chose à dire, il a envie de le dire, il le dit. Maintenant, je suis d'accord avec Patrick, le timing. La liste sort, on nous envoie un message comme ça sur Twitter, ou bien c'est un peu sa interprétation. Et tel qu'on connaît les Ivoiriens, ça peut laisser beaucoup de traces après. Mais aussi, il faut comprendre, il est blessé. Il s'occupe de ses affaires. C'est vrai que les joueurs aujourd'hui, ce sont des joueurs d'abord, mais après, ils ont leur propre business qu'ils gèrent. Donc, que les gens comprennent. Il ne faut pas qu'on lui en soit trop rigoureux. Bon, et pour le coup, il l'a posté sur tous ses réseaux sociaux, hein, pas uniquement sur Twitter. Donc, je pense qu'il avait quand même envie que cette publication soit vue. Alors, un autre absent de la liste, hein, c'est Seko Fofana, pardon, absent lui également pour cause de blessure, hein, de pubalgie. Doit-on compter encore sur Seko Fofana? Eh bien, c'est la question qu'on vous a posée cette semaine. Voici vos meilleures vidéos hein, réceptionnées par Marco Seri dans Facecam et nous, on en parle juste après en plateau. Franchement, Seko Fofana, il est fort. Je dis pas non, il est très fort. Mais quand il s'agit de défendre son pays, de jouer pour sa patrie, vraiment, il y a certains sacrifices qu'on doit faire. Et dit que, bon, on préfère certains matchs par rapport à certains matchs. Et lorsqu'on a besoin de toi et tu ne viens pas, franchement, je ne pense pas que tu as mis la nation devant. Commençons par nous-mêmes à brûler ces joueurs-là, à les éliminer avant même de commencer la compétition. C'est des joueurs qui peuvent nous apporter beaucoup, et nous le savons. Et surtout Seko Fofana. Laissons ce cas comme ça, au moment venu, au moment de la grande sélection, au moment, je dirais, de la phase finale, le sélectionneur va apprécier. Je pense qu'il faut composer avec les jeunes gens qui sont là. La Côte d'Ivoire regorge assez de talent et donc on peut composer sans Seko. Et le cas Seko, ça fait plusieurs fois qu'il brille par son absence
Aujourd'hui, nous parlons d'un cas de blessure. Bon, quelqu'un qui est blessé, on ne peut pas l'obliger à venir jouer. Il faut prendre les jeunes en forme du moment et qui ont envie de mouiller le maillot. Sincèrement, il ne faudrait pas qu'on laisse le terrain. On ne doit pas le laisser parce que c'est un gros poids pour nous si on le laisse. Il se donne à fond quand il joue le football. Vu les matchs précédents de la Côte d'Ivoire, Seko Fofana a été un joueur beaucoup plus combatif, plus décisif. Vu sa saison en Europe à Lens précisément, Seko Fofana a sorti une belle prestation époustouflante. Donc, grâce ou avec lui, on pourra remporter la CAN. De ma part, j'aimerais qu'il soit appelé en sélection par Jean-Louis Gasset. Si on veut vraiment que la Côte d'Ivoire, on veut garder une très bonne CAN, on veut être fiers les Ivoiriens, comme mon croyait que Côte d'Ivoire a joué au bon ballon là. Il aura censé, il aura appelé Seko Fofana. Pour pas avoir un moment, c'est un très bon joueur. 2 matchs, 2 buts. Pour pas avoir un moment, il aura appelé Seko Fofana. Je pense qu'on doit mettre de côté toutes les incompréhensions passées et aller vraiment demander à Seko Fofana de rejoindre l'équipe nationale. Oui, effectivement, c'est un bon joueur. Voilà, c'est quelqu'un qui pourra nous aider à remporter cette CAN. Et nous avons besoin vraiment de ça. Anne et ça. Merci. Voilà, merci beaucoup pour toutes les vidéos que vous nous faites parvenir chaque semaine dans Facecam. Facecam, eh bien, c'est votre rubrique à vous. Vous avez votre mot à dire dans cette émission. Alors, Patrick Guité, je commence avec vous. Oui. Même question. Est-ce qu'on doit encore compter sur Seko Fofana? Seko Fofana a des qualités techniques, tactiques, physiques. Oui. Oui, pour une sélection, pour une équipe, pour un club qui a envie d'aller loin, oui, on a bien de ces qualités-là. La question qu'il faudrait se poser, est-ce que Seko, lui, il met la Côte d'Ivoire en premier dans ses ambitions, dans ce qu'il veut faire de grand dans sa carrière? Moi, je ne pense pas. Pour l'instant, je ne pense pas. Vous savez, en 2017, nous avons connu ici des problèmes. Le problème Wilfried Zaha, on en a parlé tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a été quasiment imposé par le comité exécutif, par les dirigeants donc, de l'époque, au staff technique. Et quand il est arrivé en grand star, ça a pollué, on va dire, le groupe. Et en 2017, on sait ce qui s'est passé. Parce qu'on a gagné la CAN en 2015. En 2017, on fait une prestation en deçà de tout. On sort au premier tour parce que justement, il n'y avait pas cette cohésion-là. Parce qu'il y a un joueur qui est arrivé et qui a été considéré comme le grand sauveur en ignorant donc tous ceux qui étaient présents. C'est le même cas de figure qui se présente. On dit que Seko Fofana va arriver dans le milieu de terrain, on va gagner la CAN, la Coupe du Monde, etc., etc. Ça va démotiver les autres. Et j'entends actuellement, j'entends, je parle à les joueurs, on parle avec des joueurs. Il y a certains qui ne sont pas contents de ce qui se passe. Certains ne peuvent pas venir en sélection nationale pour jouer, comme on le dit, les petits matchs, des matchs sans enjeu. Et quand on sera à la CAN, où il y a beaucoup plus d'exposition, beaucoup plus de caméras, eh bien, il y aura des joueurs pour venir jouer cette compétition-là pendant que d'autres se seraient saignés, auraient laissé leur club, auraient fait fi de leur fatigue musculaire, etc., de toute l'émotion qu'ils ont vécue dans leur club. Ils seraient venus. Et puis après, on prendrait 22, 23, 24 ou 25 sans jeu avec les stars. Pour moi, il faut qu'on puisse régler ce cas Seko Fofana parce que jusqu'à présent, il n'a pas joué de compétition majeure avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il ne s'est pas encore véritablement intégré au style, au jeu de la Côte d'Ivoire. C'est avec ces matchs-là contre la Zambie, etc., qu'il va falloir créer donc cette osmose entre les joueurs pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une cohésion. Parce que ce n'est pas l'individualité qui feront gagner, c'est un groupe. Maintenant après, je pense que, moi, mon avis, c'est qu'il faut compter, il faut tenir compte du cas Seko Fofana. Parce que, c'est vrai, on a évoqué le cas Wilfried Zaha. Mais comme je le disais tantôt, il y a des joueurs qui ont ce caractère-là qui est difficile à gérer en griffé. Il appartient au manager du groupe de se donner la qualité pour pouvoir gérer ce genre d'individu. Seko Fofana, c'est un joueur de qualité. En plus, pour sa saison qu'il a eue, capitaine de Lens, comme le disait Babou Eric, c'est un joueur qui a ce leadership-là naturel. Il faut pouvoir l'associer. Et puis après, on a toujours entendu ce que Patrick dit tout le temps, des joueurs qui sont souvent mécontents du traitement que certains ont par rapport à d'autres. Après, ils sont des professionnels, ils doivent savoir que même dans leur club respectif, il y a des joueurs qui ont un statut particulier qu'eux, ils n'ont pas. Parce qu'ils ont accompli des choses dans ce club, avec ce club. Seko Fofana, jusqu'à présent, n'a pas laissé le souvenir impérissable avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai qu'on parle des éléphants, on est d'accord. Ouais. Avec les éléphants, il y a des joueurs qui sont des tauliers, à qui on peut donner certains privilèges, on est d'accord. Mais en même temps, lui, il vient avec
une certaine forme de présence. Il est capitaine d'un club qui rivalise en Europe, en France surtout, avec un club comme le PSG. Il est leader de ce groupe, il est capitaine. Donc après, quand il vient dans une équipe nationale comme celle de la Côte d'Ivoire, même s'il n'a pas encore joué assez de matchs, il occupe une certaine présence. Donc il faut lui donner sa place quand même. Après, il va se fondre dans le groupe forcément. Parce qu'il y a le comportement qu'on a au sein de l'équipe nationale, et il y a le comportement qu'on a dans son club. Et je pense qu'il va se fondre dans la masse, mais il ne faudrait pas qu'on en fasse un problème déjà. Les joueurs aussi, il ne faudrait pas qu'ils en fassent un problème. Mais Roland, eux aussi l'intègrent. Certains évoquent peut-être un manque d'envie de la part de Seko Fofana de venir jouer pour la sélection. Est-ce que vous pensez véritablement qu'il a envie de jouer pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Moi, je ne regarde pas sous cet angle-là, parce que je me dis, s'il n'avait pas envie de jouer pour les éléphants, il ne serait jamais venu. Il a répondu à 2 sélections, mais ce sont des matchs amicaux, ce sont des matchs importants pour la Côte d'Ivoire, des matchs qui tiennent lieu aussi de classement FIFA. C'est important. Il a montré qu'il voulait être présent à chaque fois. Je me dis que ce cas présent-là, il est blessé, il demande un repos, même dans son club, il n'a pas joué. Donc comprenons que peut-être ça tombe au mauvais moment, oui, ça tombe au mauvais moment, alors il peut être jugé. Alors moi, il y a des raisons émotionnelles. Là, il a fait une grande saison avec Lens, il est le capitaine de Lens. On a plein de contre-exemples, en fait. C'est ce qui choque. On a connu Yaya Touré, on a connu Didier Drogba, qui jouait la Ligue des Champions à chaque fois, qui avait des émotions énormes. Didier Drogba a joué la CAN 2012, c'était compliqué. Il allait remporter la Ligue des Champions avec Chelsea. Il est venu en sélection. Quel que soit ce qui arrivait, même quand il était blessé, même quand il était sous infiltration. Vous vous rappelez, en 2008, Didier Drogba est venu blessé au genou. Il a tenu à être là. C'est quand même Didier Drogba qui avait une grande place au niveau de Chelsea, une grosse star, une grosse responsabilité, mais qui laissait tout, qui était capable de tout laisser, de même souvent menacer, entre guillemets, son entraîneur, qui est José Mourinho, pour venir jouer avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et c'est ce que certainement, et c'est ce que moi j'attends tout simplement de Seko Fofana, de dire oui, je suis ivoirien, c'est vrai que j'ai la charge émotionnelle, tout ça, mais je viens pour mon pays, pour montrer que j'ai envie, et c'est cette envie-là qu'on ne voit pas depuis. D'accord. Bon, en tout cas, la raison, c'est qu'il est blessé. On lui souhaite tout de même un prompt rétablissement et on espère quand même le voir au plus vite avec la sélection. Voilà, on va continuer avec les éléphants, mais cette fois-ci, ce sera avec un international qui, lui, n'a pas été convoqué par Jean-Louis Gasset. Ancien sociétaire de Reims, du SCO d'Angers ou encore d'Aston Villa, Jonathan Kodja évolue depuis 2020 au Qatar. Yves Boris Vey l'a rencontré. Hervé Kiessi était à la caméra. Le montage est signé Marco Seri. Attention, on attaque de nouveau les Ivoiriens. Ça va d'un côté à l'autre. Kodja toujours. La frappe de l'égalisation. Jonathan Kodja, bonsoir. Bonsoir. En 2020, tu quittes l'Europe pour le Qatar, un championnat, dit-on, pour la fin de carrière des footballeurs. Pourquoi un tel choix? Pour être honnête avec vous, dans un premier temps, ce n'était pas forcément ma première intention, mais je me suis posé et j'ai réfléchi à toutes les éventualités. J'ai pu constater qu'aller au Qatar, ça pouvait m'apporter énormément de choses. Peut-être pas comprises par la vie extérieure, mais de ma part, très bien étudiées et très bien pensé. Donc par rapport à ça, je me suis dit que pourquoi pas découvrir une nouvelle culture, un nouveau continent, une nouvelle expérience de vie, que ce soit professionnelle et aussi familiale. Et j'avais aussi en tête de découvrir un championnat, comme vous dites, qui n'est pas forcément au même niveau que l'Europe, mais qui est en train de s'expandre par rapport à la Coupe du Monde. Est-ce qu'à cette époque, tu avais des propositions concrètes du côté de l'Europe? Pour être très honnête avec vous, il y avait pas mal de clubs de Ligue 1 qui m'avaient convoité, notamment les clubs où j'avais pu participer à leur ascension en Ligue 1, comme Caen et Angers. Il y avait des clubs comme Dijon aussi qui étaient en Ligue 1. Il y avait des clubs comme Nantes qui m'avaient approché. Donc, il y avait aussi des clubs de Première Ligue. Tu as quitté Al Gharafa pour Salal. Fais-nous le bilan de ta saison. Oui, effectivement, en arrivant au Qatar, j'ai signé à Al Gharafa, où j'ai eu un très bon bilan. Je pense que j'ai marqué 17 buts en 23 matchs sur une saison et demie. Et ensuite, j'ai subi une agression pendant le dernier match de championnat, où j'ai subi un tacle par derrière qui m'a cassé la cheville gauche. Malgré tout, malgré un an d'absence, j'ai pu retrouver un club qui m'a donné confiance, qui m'a donné le brassard de capitaine, qui m'a énormément respecté, avec qui j'ai signé 1 an et 1 an de plus en cas d'accord avec moi. Mais pour l'instant, je suis en réflexion. Qu'est-ce qui explique
cette longue absence avec l'équipe des éléphants? J'ai eu le coach Patrice Baumel qui m'a contacté avant la CAN pour me demander est-ce que j'avais la possibilité d'intégrer l'équipe avant que la CAN débute. Je lui ai expliqué qu'aujourd'hui j'étais dans difficulté par rapport à ma cheville, qu'elle n'était pas stable, qu'il y avait énormément de choses qui me compliquaient, des douleurs, etc. J'ai été honnête avec le coach, je lui ai dit que le coach, honnêtement, si vous comptez réellement sur moi, je ne pourrais pas honorer. Il se raconte que vous ne vous entendiez pas avec certains joueurs, vous n'acceptiez pas d'être sur le banc de touche. Quel commentaire faites-vous face à tous ces dires? Celui qui te dit qu'il accepte, c'est un menteur. Tout professionnel aura un pincement au cœur, le fait de ne pas jouer, surtout pour sa nation. Je pense qu'en club, c'est différent, mais pour jouer pour la nation, il y a ce côté emblématique de représenter une nation, un pays, une couleur. Ce qui fait qu'effectivement, se retrouver sur le banc et voir ses coéquipiers jouer, forcément, ça pique. Mais moi, je suis un professionnel. Je suis déjà passé par là. Le plus important dans un collectif, c'est la concurrence saine. Au sortir de la CAN 2021, Patrice Baumel a été remplacé par Jean-Louis Gasset. Est-ce que tu as été en contact avec le nouveau sélectionneur? Oui, juste une fois. J'ai pu échanger avec lui brièvement. Je ne peux pas dire qu'on ait parlé longtemps, on a échangé brièvement. On a envie de savoir un peu c'était quoi la nature de vos échanges. Non, je pense qu'il a pris la température, comme tout coach, savoir est-ce que je vais bien, qui j'étais, dans quelle mentalité j'étais, quel état d'esprit j'avais, qu'est-ce que j'ai pu avoir à faire en équipe nationale. Donc j'ai pu lui dire mes différents points de vue. Et puis c'était vraiment un échange courtois et amical, mais pas de grandes questions, on va dire, dans l'échange. Depuis ton absence, il y a des joueurs qui ont émergé dans cette sélection. Je pense à Haller, Christian Kwame ou encore à Jean-Philippe Crasso. Est-ce que tu penses que tu as toujours ta place en sélection? Je ne pense pas que ce soit une question de est-ce que j'ai ma place ou pas. Aujourd'hui, c'est une question de est-ce que je serai prêt au moment voulu. Dans 8 mois, ce sera la CAN en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu y penses? Ah oui, si j'y pense pas, c'est que je suis à côté de la plaque. Je pense que j'y pense. Après, je pense que ma force, c'est que je ne suis pas focus. Là, c'est le mercato. C'est quoi la prochaine destination? Il y a mon club Oumsala qui m'a fait une proposition, mais en vue de mes projets futurs, je ne suis pas sûr de vouloir continuer là-bas. Donc pour l'instant, j'étudie les offres qui me sont soumises et j'espère prendre la bonne décision pour mes futurs projets à venir. Jonathan Kodja, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et puis on va vous souhaiter bonne chance pour la nouvelle saison qui arrive. Merci beaucoup. Kessie dans la surface de réparation. Kessie qui va écarter là-bas, c'était bien joué. Avec ce retourné, quel but! Quel but extraordinaire de Jonathan Kodja! Très sympa, hein, Jonathan Kodja, voilà, qui a accepté de répondre à toutes nos questions. Alors, messieurs, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir choisi cette destination, le Qatar, a pu avoir des conséquences sur la carrière en sélection de Jonathan Kodja? Directement, oui, pas forcément parce que c'est le Qatar, hein, mais il a eu une grosse blessure, donc forcément, ça l'a handicapé, ça a empêché, lui-même l'a reconnu, d'être en sélection, alors qu'il avait l'opportunité de dire oui et de venir, mais physiquement, il n'était pas prêt. Et puis, quand on regarde depuis le début de l'arrivée de Gasset, il n'a pas encore été appelé une fois. C'est vrai que la blessure explique cela, mais la destination Qatar n'est pas une destination qui est forcément regardée par le coach. Bon, il faut le dire clairement. Il a plus de joueurs en Europe, où il y a plus de compétition. Je pense que son effectif viendra forcément de là-bas. Alors, est-ce que vous pensez qu'il a des chances de disputer la prochaine CAN ou pas? Ça sera compliqué, même si je continue à penser que dans cette sélection de Côte d'Ivoire, rien n'est figé. Rien n'est figé, mais maintenant, il va falloir être performant, être prêt physiquement. C'est vrai que cette CAN 2023, qui va se jouer en 2024, enfin, si moi j'ai un pincement encore, surtout par rapport au Stade de la Paix de Boaké, ben, c'est un pincement par rapport à Kodja qui a fait du Stade de la Paix. Eh bien, son entre, tout simplement, c'était le prince de Boaké. Il marquait des buts fabuleux. Et aujourd'hui, on s'apprête à accueillir cette CAN. Bon, c'est l'un des joueurs qui va manquer au public boaké. Non, il est réaliste. Quand vous l'écoutez, il est réaliste. À 8 mois, il risque de se retrouver sans club, parce que même son club fait une proposition, il réfléchit. Donc il risque de se retrouver sans club. À 8 mois, sans club, sans compétition, c'est pas sûr qu'il soit dans cette liste-là. Ouais. Bon, mais en tout cas, on lui souhaite bonne continuation à Jonathan Kodja. Allez, on va marquer une nouvelle pause. Juste après la pub, eh bien, il y aura un super doc sur les meilleurs buteurs de la Ligue 1 ivoirienne. Et puis, on fera le point aussi de la 30e journée de Ligue 1 ivoirienne toujours. Allez, à tout de suite.
C'est la troisième et dernière partie de ce numéro de NCI Sport. On espère que vous passez un bon moment avec nous. Eh bien, on va poursuivre, oui, notre beau programme qui va nous emmener jusqu'à 21h30. Et comme je vous l'annonçais il y a quelques instants, eh bien, on va vous parler des meilleurs buteurs de la Ligue ivoirienne. Entre 2008 et 2017, ils ont incarné l'efficacité et laissé des traces dans cette Ligue 1. Goibi Syriac, Kevin Zougoula, Wilfried Kizito Yesso ou encore Aristide Bansé ont tous été meilleurs buteurs du championnat national. Ils racontent leurs exploits à Eliane Tapé, Hervé Kiessé, Armel Yao et Moon. Regardez. En 2008, Syriac Goibi est au sommet de son art. Il termine meilleur buteur du championnat avec 21 buts, le plus grand total sur une saison, depuis que le championnat national de première division est devenu la Ligue 1. Je monte en pro, je voulais que jouer. Et là, j'ai commencé à marquer des buts. Et je me suis dit à un moment donné, je peux faire beaucoup mieux, je peux marquer beaucoup de buts. 3 ans plus tard, la compétition accueille un autre attaquant, Kevin Zougoula. Il se met en évidence et reste 3 saisons numéro 1 du football local. J'ai fait le beau jour du Sewe Sport de San Pedro, étant 3 fois meilleur buteur du championnat, 2011, 2012, 2013, avec le Sewe. Puis arrive Wilfried Kizito Yesso. Il éclabousse lui aussi l'élite ivoirienne lors de l'exercice 2015-2016. Son bilan, 17 buts. Pour la saison où j'ai été meilleur buteur, ça ne s'est pas fait tout seul. Voilà, ça a été un travail bien organisé. Voilà. Il y a eu la famille, pas des coéquipiers, il y a eu une famille. En ce temps-là, à l'aise d'Enguele. S'ils ont l'adresse devant les buts en commun, nos 3 artificiers formés en Côte d'Ivoire ont des parcours différents. J'arrive en Ligue 1 comme tout jeune joueur qui sort du centre de formation. J'avais 17 ans et demi. Un jour, le coach des pros, Patrick Lévy, à l'époque, me fait confiance et il me met dans le groupe. Et puis, c'est parti de là. Du centre de formation, j'ai signé directement en première division au Sabé Sport de Bouna. Sabé, j'ai fait 2 saisons avec le Sabé. Après, je suis reparti en division 3 avec Asie et Agi Football Club de Guibérois. C'est de Guibérois, j'ai fait 3 saisons. J'ai fait monter l'équipe en 2-2. Bon, en 2-2, j'ai fait 2 saisons. C'est de là-bas, je suis venu à l'AS Ouagadougou. Voilà, j'ai fait une saison à Ouagadougou. De Ouagadougou, et je me retrouve au Sewe Sport de San Pedro. D'abord, je suis arrivé en Lettonie, un championnat qui était vraiment court. Et le championnat prend fin et on me demande de prolonger. Et du coup, si je prolonge, je rate la CAN 2017. Et c'est là que j'ai accepté de venir jouer en Afrique de l'Ouest. Voilà, c'était soit au Burkina, soit en Guinée-Conakry ou en Côte d'Ivoire. S'ils ont en commun le titre de meilleur buteur, les contextes et les réalités de chacun de nos canonniers sont différents. Ils s'en souviennent. J'étais dans un petit club. Je me retrouve avec tous ces grands joueurs qui ont joué déjà à la SEC. Il fallait me battre. Et en travaillant, on me donne ma chance et je l'ai saisi. J'arrive à la SEC, je dis bon, je prépare une Coupe d'Afrique. Et en même temps, j'arrive aussi dans un club où je pense qu'après 7 saisons, ils n'ont pas été champions. Voilà, donc c'était un défi. La SOA, à l'époque, c'était vraiment l'équipe de guerriers. Vous voyez, moi j'avais 17 ans et demi, puis je jouais contre des mecs de 30 ans, 35 ans. Et ce match a été vraiment difficile parce que même quand j'allais boire de l'eau, le défenseur il me suivait. Moi j'avais jamais vu ça, donc j'étais un peu paniqué. Recordman des buts marqués depuis 2008, Syriac Goibi a été détrôné 10 ans plus tard par Mel Togui, auteur de 23 buts. Togui, je le connais personnellement. Quand on s'est eu au téléphone, je dis mais qu'est-ce que tu as foutu en fait? Tu aurais dû laisser mon record. Le titre de meilleur buteur, il est resté quand même longtemps. Donc à un moment donné, il fallait que je donne à quelqu'un et puis voilà, c'est Togui. Depuis, aucun autre attaquant n'a atteint la barre des 20 buts. Dans le championnat ivoirien, il y a beaucoup de duels, il y a beaucoup de contacts. Donc pour marquer beaucoup de buts, il faut vraiment être au-dessus du lot. Voilà, les championnats, il faut mettre le pied parce que le défenseur, quand il vient dans ton dos,
il ne vient pas faire ce qu'on appelle cadrage. Parce qu'en Europe, quand le défenseur il vient te cadrer, il t'empêche de te retourner. Mais ici, tout de suite, quand le défenseur arrive, il met en même temps directement le coup. Donc ça veut dire qu'il y a plus de coups, il y a beaucoup de contacts. C'est presque impossible de dépasser la barre des 15 buts. Donc pour ça, il faut comprendre que le football ivoirien n'est pas du tout facile. Malgré tout, Cyriaque, Aristide et Wilfried ont réussi à s'ouvrir les portes du football professionnel. Quand tu es meilleur buteur en Côte d'Ivoire et que tu pars en Europe, bien sûr que tu arrives avec une certaine notoriété, un statut. Ça m'a permis de pouvoir avoir un bon contrat à l'étranger. Ça m'a permis de me faire respecter dans le championnat ivoirien, mon championnat. Ça m'a permis de rentrer dans l'histoire du football ivoirien. Kevin Zougoula, 3 fois meilleur buteur du championnat ivoirien, n'a pas eu la même chance que les autres. S'il a eu l'opportunité de signer au Dynamo Bucarest, en Roumanie, l'opération a fini par capoter. J'ai eu des propositions en Europe, à Dynamo Bucarest. Et je suis parti, j'ai signé un contrat de 2 ans avec Dynamo. La suite, il y a eu des problèmes entre des clubs et clubs, il n'y a pas eu d'entente. Et je suis revenu en Côte d'Ivoire. Des années après leur performance, que sont devenus aujourd'hui nos archers? Après le Burkina Faso, voilà, je me retrouve ici en Côte d'Ivoire, voilà, où nous avons créé un centre de formation à Jacquesville, le centre qui s'appelle Mayan 05 de Jacquesville. Je compte rester toujours dans le foot, donc je suis des formations de gauche à droite pour quand même apporter quelque chose au football ivoirien. Aujourd'hui, je me retrouve encore dans le Maghreb, je suis encore dans le Maghreb. Le championnat de Côte d'Ivoire est depuis longtemps un vivier d'attaquants qui faisait la force des éléphants. Mais ça, c'était avant que les binationaux ne fassent leur entrée dans l'arène. Aujourd'hui, très peu de joueurs issus de la Ligue 1 sont convoqués en équipe nationale. À en croire le sélectionneur Jean-Louis Gasset, ils n'ont pas le niveau. Bon, ben en tout cas, ça fait plaisir hein, de voir et de revoir hein, pour certains d'entre nous ces belles images. Alors, messieurs, quel souvenir est-ce que vous gardez de chacun de ces meilleurs buteurs? Moi, je parle en tant qu'arbitre. Hein, ce que je garde, le souvenir que je garde de ces buteurs-là, c'est des personnes qui ne se plaignent jamais sur le terrain. Ah, d'accord. Ne se plaignent jamais sur le terrain. Bansé, c'est quelqu'un qui était focus sur ce qu'il avait à faire. Je dois marquer. Et il est dessus. Même vous avez vu, il a expliqué. Le championnat de Côte d'Ivoire est difficile. Les défenses sont ardues, les gens viennent au contact. Mais malgré ça, il reste focus, il ne se plaint pas. Il prend des coups, mais il ne se plaint pas. Goïbi Cyriaque aussi, je l'ai pratiqué. Il avait la finesse. Il avait la finesse, le déplacement tactique, c'était très bon. Zougoula, c'était la combativité. Avec sa taille, il fonçait, il n'avait pas peur. Voilà, je sais qu'il y a des défenseurs qui ont pris des coups. Oui, des gardiens. Voilà, des défenseurs qui ont pris des coups. Oui. Il a blessé des joueurs, lui, en tant qu'attaquant. Oui. Voilà, donc c'est des joueurs, mais qui ne se plaignaient jamais. Je retiens des attaquants qui ne se plaignaient pas. Ils prenaient des coups, mais ils avaient un objectif, c'est de marquer des buts. Et vous, Patrick Guité? Oui, c'est différents profils, comme il a indiqué. Il y a des puissants, des gens qui sont prêts sur les coups de pied arrêtés. Il a la finesse avec Goïbi Cyriaque, qui était appelé à être un numéro 10, qui est devenu un numéro 9. Mais oui, les deux qui sortent du lot, c'est forcément Togimel et Goïbi Cyriaque qui ont passé la barre des 20 buts. C'est vrai que c'est difficile. Hein, Ah, ben justement, vous avez anticipé sur ma prochaine question. Oui. Est-ce que c'est facile d'être meilleur buteur du championnat ivoirien? Il faut féliciter tous ceux-là qui sont meilleurs buteurs du championnat ivoirien, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Et puis quand ces buteurs-là nous disent effectivement c'est pas facile, il faut comprendre. Et Aristide Bansé va un peu plus loin, il explique. Ce n'est pas comme en Europe où le joueur, il te prend dans la zone, il te cadre. Non, là, quand ils viennent, c'est au contact tout de suite. Oui. C'est au contact et quand tu n'es pas fort mentalement, c'est pas sûr que tu atteignes la barre des 15. Il faut peut-être des réformes au niveau de l'arbitrage pour favoriser un tout petit peu plus les attaquants, même si les défenseurs s'en plaignent, pour qu'on ait un championnat où on ait des balais offensifs, où on ait des attaquants qui marquent plus de 20 buts. Bah, ça permettrait d'être en équipe nationale déjà. Ouais. J'ai aimé la dernière phrase du reportage. Allez, on va faire le point maintenant de la 30e journée de Ligue 1. Entamée le 10 septembre 2022, la saison régulière de la Ligue 1 a pris fin le dimanche 11 juin avec la 30e et dernière journée. La SEC Mimosa termine avec un match nul 0-0 face au CO Korogo. Son dauphin, la SOA, a envoyé l'USC Bassam au purgatoire sur le score de 2-0. Au classement, la SEC Mimosa termine
termine donc leader avec 63 points devant la SOA, 54 points. Et le FC San Pedro, 51 points. Le Sporting Club de Gagnon avec 49 points accompagne le trio de tête au Caredas. Au bas du tableau, l'US Bafing de Touba et l'USC Bassam sont rétrogradés en Ligue 2. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu une information qui a circulé, selon laquelle, suite à la réunion de ce matin entre la Ligue professionnelle et les 4 premiers donc, du championnat, le Caredas ou encore les playoffs, le Caredas ou les playoffs n'aura pas lieu. Qu'est-ce que vous en savez et qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Guité? Ce que je sais, c'est qu'il y a des rumeurs depuis quelques jours qui disaient que la fédération, la Ligue professionnelle, elle a annulé tout simplement le play-off Ligue 1. Ce matin, il y a eu une réunion, justement. Les 4 équipes étaient présentes. Je pense que le représentant du FC San Pedro, en tout cas le FC San Pedro, préférait jouer donc, cette compétition, puisque ça fait partie donc, des règlements de la compétition qui a été distribué au début de la saison aux différents clubs. Donc on savait qu'après 30 journées, il y aurait donc un Caredas ou des playoffs pour sortir le champion. Le FC San Pedro pense avoir les moyens d'aller titiller la SEG, d'aller battre la SEG, de lui chipper le titre qui lui tend les bras. Donc, dans ce genre de situation, lorsque vous êtes 4 pour ce type de compétition, pour moi, c'est l'unanimité qu'il faut avoir. Si vous avez une seule équipe qui dit non, il faut jouer tout simplement. Donc, moi, c'est mon avis. Mais maintenant, je pense que c'est en train de pencher beaucoup plus vers l'annulation complète donc, de cette compétition pour donner le titre à la SEC. Mais bon, on ne peut pas changer les règles du jeu en plein dedans, quoi. C'est compliqué pour nos dirigeants de prendre de telles décisions et de ne pas anticiper, même si c'est vrai qu'on a la pression de la Confédération africaine de football. Bon, et de toute façon, l'information n'est pas encore officielle. Non, là, on est vraiment au stade des rumeurs depuis ce matin. Alors, en ce qui concerne les relégués, je rappelle, donc l'US Bafing de Touba et l'USC Bassam, est-ce que c'est logique pour vous? Ouais, moi, je pense que pour Bassam, ça va faire pratiquement 2 ou 3 ans qu'il flirte avec la descente. Et cette année, on n'est pas forcément étonné de ce qui arrive à Bassam. Par contre, l'équipe qui m'étonne le plus, c'est l'US Bafing, qui a eu une très belle prestation, je dirais, avec un beau classement l'an passé, la saison passée, et qui se retrouve vraiment en ballottage jusqu'à partir en 2e division. Alors qu'ils ont eu à vendre des joueurs, donc je me dis qu'il y aurait eu plus de structuration, plus d'organisation, de recrutement pour viser plus haut. Quand on a fait une bonne saison l'an passé, il faut forcément viser plus haut. Vraiment, pour moi, c'est la surprise. Pour Bassam, je ne suis pas forcément étonné parce que ça va faire quelques années. Je pense que celui qui se sauve même de cette situation, il y a 2 équipes pratiquement qui se sauvent de cette situation quand ils flirtaient avec la relégation, l'Azida Bengourou et puis Seo Korogo. Seo Korogo, il y avait Boaké FC également qui était en ballottage. Mais bon, ils ont réussi à se sauver. L'US Bafing, c'est vrai, il le dit, pour moi, c'était la plus grosse progression de ces dernières années au niveau donc, du football ivoirien, qui était venu de Ligue 2 et qui, malheureusement, peut-être parce que son président n'est plus sur place, qu'il vit peut-être au Burkina, donc il n'est pas sur place pour régler. Est-ce que ça explique cela? Est-ce que ça explique cela? Mais bon, Eugène demandé également, depuis l'Europe, n'arrivait pas à gérer le service sport de San Pedro. Ça laisse à croire que quand le président n'est plus là, les caisses aussi de l'équipe ne sont pas là. C'est compliqué. Bon, et bien voilà. Allez, on va se quitter, avec le reste et la fin de l'actualité sportive de la semaine. C'est dans NCI Sport News avec Armel Yao et Moon. Regardez. La semaine a été ponctuée par plusieurs événements sportifs. Faisons le point. Cyclisme. Début du Tour de l'Est 2023. C'est parti pour l'édition 2023 du Tour cycliste de l'Est. Et c'est le coureur de la société Omnisport de l'armée, Alexis Kouakou-Lokou, qui a remporté le prologue disputé samedi dans la commune de Trècheville. Avec une vitesse moyenne de 40,87 km/h, le rouleur des Soja a été le plus rapide en bouclant les 45 tours, soit 58,5 km en 1 heure, 25 minutes et 53 secondes. Cette étape fut une véritable démonstration de force pour les militaires face aux 7 autres concurrents. Car, sur le podium, on retrouve Abou Sanogo et Amadou Lingani, tous deux de la SOA. Handball.
40 entraîneurs en formation. Samedi au centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara, en marge de la 5e journée du championnat de Division 1, 40 techniciens africains se sont lancés à l'assaut de la licence D d'entraîneur. C'était lors de la 5e session de la formation de la Fédération internationale du 9 au 18 juin 2023. Les stagiaires sont issus de 8 pays, l'Égypte, le Niger, l'Algérie, le Congo, le Cameroun, le Nigeria, le Togo et la Côte d'Ivoire, qui accueillent cette session organisée pour la première fois sur le continent. Ce stage est dirigé par 2 experts, la Tunisienne Nala Boudina et l'Ivoirien Guy Akpa. Taekwondo, stage de formation pour les arbitres. C'est une 50aine de participants réunis au village Don Bosco à Koumassi-Ramblay qui ont pris part au stage de formation des arbitres de Poumsé. Durant 3 jours, les apprenants ont été instruits sur la notation des compétitions de Poumsé par le grand maître Abilio Carlos Fernandez da Costa. Au-delà des arbitres, des coachs et des athlètes étaient présents pour se perfectionner sur la technique de cet art martial. Eh bien voilà, c'est la fin de ce numéro de NCI Sport. J'espère que vous avez passé une belle soirée en notre compagnie. Merci Roland Danon, merci Patrick Guité. Et voilà, on va se reposer une petite semaine, faire le point de l'actualité sportive et puis revenir pour encore un maximum d'informations. Ce sera lundi à partir de 20h30. Et voilà, je vous souhaite de passer une excellente semaine et puis à lundi. Et on se quitte comme d'habitude avec les prolongations. Bye bye, bonne soirée.